Bonjour à tous. Je souhaiterais vous parler aujourd'hui de la malformation de Kerry. Je crois que c'est très méconnu des ORL et de ce point de vue, nous avons dans notre équipe, avec ma collègue le professeur Valérie Franco et avec le professeur Dominique Ligoro, qui est neurochirurgien et spécialisé dans cette maladie, quelques notions, quelques habitudes de faire qui peuvent éclairer votre lanterne sur cette maladie si particulière. Alors d'abord, un mot de définition. Hans Chiari était un anatomopathologiste de la fin du 19e siècle. Il a décrit cette malformation sur des autopsies en faisant le lien avec la pathologie dont étaient porteurs les patients. Il y avait déjà eu des études anatomiques, mais jamais de formulation aussi précise sur la maladie. On peut estimer que sa prévalence est de 0,9% des adultes, en tout cas sa fréquence plutôt, 0,6% des enfants, avec une prévalence féminine qui est très très forte pour des raisons que nous ignorons encore aujourd'hui. Alors il s'agit d'une anomalie du développement somitique qui contribue en fait à ce que la fosse postérieure soit trop petite pour accueillir le cervelet et le tronc cérébral. Vous savez que les somites organisent en fait tout le mésoderme squelettique et musculaire, et que c'est autour de ces somites, empilés les uns sur les autres, que va s'organiser autour de la notocorde le rachis futur et son contenu neuroectodermique qui est celui du cerveau et de la moelle allongée. Alors, on va définir la maladie de Chiari comme il l'a définie, c'est-à-dire comme une descente des tonsilles cérébelleuses qui sont par ailleurs mal formées. À cela se rajoute une exclusion de la grande citerne, qui est donc cette citerne qui fait le tour du tronc cérébral et du cervelet, qui est particulièrement active dans la partie postérieure du cervelet, et de l'ouverture médiane du quatrième ventricule qui va conduire de façon inéluctable à un certain niveau plus ou moins marqué d'hydrocéphalie et ensuite à la syringomyélie. Nous allons voir ensemble cette physiopathologie. Alors, il n'y a pas de seuil de ptose absolu. Il faut savoir que c'est variable selon l'âge, 6 mm chez l'enfant, 5 mm à l'âge de l'adulte moyen et 4 mm plus âgé. Ceci en lien avec la diminution de la taille du cerveau qui va faire remonter progressivement les amygdales cérébelleuses dans le crâne. Alors, voici l'organisation du cerveau avec la partie sus-tentorielle, la partie sous-tentorielle avec le quatrième ventricule entre le cervelet et le tronc cérébral et le bulbe. Et ce qui se passe en fait, c'est que la pression sur le cervelet va empêcher la sortie par le foramen de Magendie du liquide cérébrospinal qui va se retrouver donc piégé et qui va donc refluer vers les ventricules pour prendre le risque, en tout cas, de déclencher une hydrocéphalie et refluer vers le bas pour disséquer, en fait, le bulbe et la moelle allongée. Et donc apparaissent, d'une part, l'hydrocéphalie et d'autre part, le syrinx, c'est-à-dire la syringobulbie et syringomyélie. Donc, voilà en gros la physiopathologie de cette maladie. L'ensemble tronc cérébral cervelet se trouve donc coincé entre en arrière la fosse postérieure osseuse, l'occipitale qui comprime le cervelet, et en avant le clivus qui est plus ou moins horizontal. Donc, s'associe à cette pathologie parfois une platybasie avec une procidence de l'odontoïde qui va venir encore compliquer la situation et comprimer ici le bulbe entre le
l'occiput et les amygdales cérébelleuses qui sont engagées dans le foramen magnum. Il y a également des anomalies des citernes, avec par exemple ici une arachnoïdocèle et une fermeture de la citerne postérieure du V4, quatrième ventricule, qui a été ouvert ici par le neurochirurgien. Donc, en fait, des associations qui sont relativement délétères, car en fait, j'ai pris cette image pour dire que dans ce défilé osseux s'entassent beaucoup trop de choses pour que rien ne se passe. Outre cette procidence de l'odontoïde, il y a donc l'engagement cérébelleux et la poussée pulsatile à partir du quatrième ventricule, le reflux du liquide cérébrospinal qui va disséquer et provoquer un syrinx dans la moelle allongée. Donc les complications, c'est le syrinx dans 40 à 70% des cas, et également l'hydrocéphalie un peu moins fréquente. Alors, on voit sur cette imagerie qui est en fait l'imagerie du liquide de la circulation du liquide cérébrospinal autour de la fosse postérieure. La fosse postérieure est ici. Vous voyez que le liquide cérébrospinal ne circule qu'en avant et ensuite le long de la moelle. Mais en arrière du cervelet ici, il n'y a aucune citerne ouverte, aucune circulation liquidienne. Et c'est donc cette perturbation de l'hydrodynamique du liquide cérébrospinal qui va être extrêmement pathogène. Donc, quelle est la clinique? À quoi devons-nous nous attendre? Eh bien, on va regarder ce qu'en dit la littérature, et particulièrement cette magnifique étude de Fishben dans Neurological Science en 2015, qui porte tout de même sur 768 patients. Ils se sont interrogés d'abord sur la nature des symptômes otologiques lors du diagnostic, et on se rend compte qu'il y a des anomalies au niveau de l'oreille et de l'audition dans 42% des cas, avec une plénitude de l'oreille, des acouphènes, des douleurs. La douleur est très présente, la surdité bien entendu, et l'hyperacousie. Sur le plan vestibulaire, il faut s'attendre à du déséquilibre, bien sûr, mais aussi à des vertiges rotatoires, à une instabilité chronique et à des nystagmus sur lesquels nous reviendrons. On peut dire que sur le plan neurologique, le mot qui caractérise la maladie de Chiari, c'est douleur. Donc la douleur, elle est présente dans chez les trois quarts des patients, associant des douleurs diverses et des maux de tête. Les maux de tête dans 73% des cas, des nucalgies et des douleurs cervicales dans 61% des cas. Il y a également au niveau des épaules, de la partie haute du dos, la partie moyenne ou basse du dos, des bras, des mains, des jambes, des pieds, tout un tas de possibilités algiques qui sont gênantes pour le patient. On note aussi des troubles de sensibilité, des picotements, des fourmillements, surtout au niveau du membre supérieur et des mains, et une faiblesse musculaire que l'on retrouve également au niveau des membres supérieurs et notamment des mains. Alors, qu'est-ce qui, outre les maux de tête dont nous avons parlé, qu'est-ce qui peut acutiser ces phénomènes douloureux, et particulièrement les céphalées? Et c'est assez caractéristique, c'est la toux, le mouchage, l'éternuement, le rire, le chant, le fait de parler, de se pencher en avant, de changer de position, de faire un travail physique. Donc ces phénomènes de mise en pression, en quelque sorte intracrânienne, veineuse, vont avoir pour conséquence d'augmenter fortement les maux de tête. Il y a également des signes neurocognitifs qui participent à l'errance diagnostique, qui sont des problèmes de mémoire très fréquents, des troubles phasiques qui sont aussi très fréquents, des difficultés à prendre des décisions que rapportent très fréquemment les patients, des difficultés aussi à planifier leur vie,
des troubles de l'humeur, un état dépressif, rien qui soit très spécifique, mais qui doit nous faire penser, chez les patients céphalalgiques, éventuellement au diagnostic. Donc les patients sont parfois, par erreur, étiquetés comme psychiques, comme présentant des neuropathies périphériques ou comme ayant un syndrome de fatigue chronique. Voilà les différents types d'erreurs qui sont commises jusqu'à ce que un jour quelqu'un fasse l'IRM nécessaire. Alors qu'est-ce qui explique la genèse de ces symptômes? Il y a 3 mécanismes en fait. Vous avez d'abord le blocage du liquide cérébrospinal qui provoque cette hydrocéphalie par blocage du liquide cérébrospinal dans le 4e ventricule. Et ce blocage du LCR, du LCS, provoque des troubles circulatoires dans la grande citerne qui va être responsable de la surdité méniériforme, des vertiges, des céphalées et des nucalgies. Autre phénomène, autre cause des symptômes, c'est la compression du tronc cérébral dans le défilé osseux dont nous avons parlé tout à l'heure. Et cette compression du tronc cérébral et du bulbe va être responsable d'une nystagmus verticale, mais également de l'atteinte des nerfs mixtes avec troubles de déglutition, d'une parésie du 12, de névralgie faciale, d'apnée du sommeil central, de vertiges centraux, de diplopie, la diplopie est très présente, de troubles dysautonomiques avec parfois des malaises. Donc vous voyez que l'expression sémiologique est extrêmement large. Et puis, bien sûr, une dysfonction médulaire qui, cette fois, est en lien avec le syrinx, les troubles sensitivo-moteurs des membres, une dissociation thermoalgésique. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur le plan ORL? On voit des pseudoménières qui sont liées à ces troubles de circulation du liquide cérébrospinal, avec une surdité fluctuante, unie ou bilatérale, avec une petite surdité sur les graves, des vertiges qui évoluent par crise, qui sont souvent très présents, ou parfois simplement en toile de fond, les signes neurologiques étant ceux qui sont au premier plan. Alors pourquoi ces phénomènes de surdité fluctuante? Eh bien, à cause de cette structure qu'on appelle l'aqueduc cochléaire, il y a, du fait des troubles pressionnels dans l'environnement, ici, de la fosse postérieure, des phénomènes de siphonnage de la périlymphe responsable d'un hydrops qu'on va qualifier de secondaire. C'est en fait la diminution de la pression et du volume des espaces périlymphatiques qui est responsable de l'augmentation de la pression et du volume des espaces endolymphatiques. Donc voilà, phénomène de siphonnage qui explique beaucoup de choses, avec des surdités sur les graves ou des phénomènes vertigineux, comme on peut les rencontrer par exemple dans le syndrome post-PL. Les patients sont également des instables, avec une instabilité chronique, des faux VPPB qui sont liés à cet hydrops, des vertiges ou des malaises, surtout en levant la tête, ce qui est logique puisque ça augmente la pression que met le défilé osseux sur la jonction bulbo-médulaire. Vous avez des oscillopsies verticales chez certains patients et un nystagmus vertical inférieur ou supérieur d'ailleurs, parfois plus visible dans le regard latéral. Vous voyez ici ce nystagmus vertical inférieur qui n'est pas constant, mais qu'il faut savoir rechercher, notamment en mettant la tête du patient en hyperextension arrière. Alors, nous avons notre propre expérience et nous avons mené une étude prospective qui n'est pas achevée d'ailleurs et qui porte maintenant sur plus de 150 patients, mais en dépouillant les premières analyses, il y a quelques années, on avait déjà quelques notions intéressantes. Là, cette première analyse était basée sur 64 patients, avec, vous voyez, cette majorité de femmes, et un âge moyen jeune, autour de 36 ans, dont 24 de ces patients ont nécessité une craniectomie occipitale du fait de la prégnance des troubles neurologiques. Alors, dans cette cohorte, on est frappé par le fait qu'il y avait une hypoacousie fluctuante pour beaucoup
dans près d'un quart des cas, et surtout des troubles de l'équilibre à type d'instabilité. Vous voyez, dans la moitié des cas, un peu moins de vertige rotatoire, un peu moins de nystagmus, ou des oscillopsies qui ne sont pas si fréquentes, et des acouphènes qui sont parfois intermittents dans un cas sur 5. Sur le plan de la symptomatologie non otologique, je rappelle que cette série est issue, collige des patients qui sont allés en première intention en neurochirurgie, donc des patients qui étaient surtout neurologiques. Et chez ces patients neurologiques, c'est là que l'on observait en fait des signes otologiques qui étaient un peu passés inaperçus. Donc on avait des céphalées postérieures dans les 2 tiers des cas, avec des paresthésies des membres, vous voyez, la moitié des cas, les fameuses apnées du sommeil central, qui sont très importantes à souligner et à rechercher dans ce contexte. Voyez les troubles de déglutition, les névralgies du 5, les phénomènes de dysautonomie et de syncope qui sont à souligner. Vous voyez qu'il y avait 100% des patients qui avaient l'expérience d'une diplopie, 1 sur 6 ou 7 qui avaient une atteinte des voies longues au niveau des membres supérieurs ou inférieurs, et des douleurs augmentant au Valsalva et à l'effort dans un quart des cas. Alors qu'en était-il de l'exploration paraclinique audiologique de nos patients? Vous voyez qu'ils avaient une surdité d'environ 12,5 décibels en moyenne, avec un RIN présent, notamment sur les fréquences graves. La majorité des courbes étaient des courbes en plateau avec un RIN sur les graves, avec une vocale déficitaire de 18 décibels en moyenne. L'hypoacousie en fait était ressentie subjectivement ou supérieure à 20 décibels dans un tiers des patients. Alors, parlons en hommage à notre ami Eric Ulmer de la vidéonystagmographie dans ce contexte. Elle est intéressante à regarder. Alors bien sûr, on s'attend à trouver un nystagmus spontané, au moins vertical supérieur ou inférieur. En fait, on se rend compte qu'il est le plus souvent horizontal et vertical inférieur. C'est le cas ici, horizontal droit et vertical inférieur, mais seulement dans un quart des cas. Donc on est un peu déçu au niveau du nystagmus spontané. En revanche, si l'on met la tête en extension, ce que nous appelons dans notre équipe le test Chiari, on génère très fréquemment un nystagmus vertical inférieur ou surtout dans notre expérience verticale supérieure, comme chez ce patient ou chez celui-là. Donc c'est important de faire ce test, je crois, si vous faites une vidéonystagmographie chez des patients porteurs d'une malformation de Chiari. Alors qu'en est-il de l'oculographie? 56 patients ont pu bénéficier d'une étude vraiment précise sur le plan de l'oculographie. Il n'y a pas toujours des signes de centralité comme on pourrait s'y attendre. On voit parfois des ondes carrées, des hypermétries, des dissociations interoculaires, des anomalies des saccades, mais parfois c'est complètement normal, que ce soit au niveau des saccades ou de la poursuite lente. Donc on va dire que l'oculographie est rarement totalement normale, mais elle peut l'être tout de même. Et il faut en tout cas rechercher cette oculographie chez ces patients. Les pathologies que l'on rencontre, sans surprise, que ce soit les ondes carrées, les hypermétries ou les saccades de rattrapage, sont souvent d'origine cérébelleuse. Voilà par exemple des anomalies des saccades, qui souligne ici l'atteinte centrale. Encore une autre, vous voyez, sur la poursuite lente, soulignant de la même façon l'atteinte centrale, mais ce sont des images qui sont inconstantes, avec cette intensité en tout cas. Alors, qu'en est-il des tests rotatoires et caloriques? Sur les rotatoires, on peut dire que c'est assez équilibré dans la moitié des cas. On va trouver une prépondérance directionnelle, mais qui est souvent d'origine centrale. Pour ce qui est des tests caloriques, ils sont assez décevants, mais c'est assez logique car l'atteinte périphérique étant plutôt pressionnelle, comme dans la maladie de Ménière, on est souvent déçu par les tests caloriques. On va voir simplement, dans 50% des cas, une petite hyporéflexie, mais rarement grand-chose. Ce qui peut être intéressant, mais rare à rencontrer, c'est l'hyperfréquence nystagmique, comme ici,
avec des fréquences qui dépassent les 60 degrés secondes. Pour ce qui est du système autolytique, l'approche paraclinique est bien sûr basée sur la verticale visuelle subjective. Et là, c'est un peu plus intéressant. On va dire que dans un gros tiers des patients, il y a des déviations de cette atteinte, de cette verticale visuelle subjective, qui souligne donc une atteinte utriculaire. Pour ce qui est de l'atteinte de la région saculaire, et donc des potentiels évoqués autolytiques, on voit qu'ils sont absents dans 20% des cas chez les patients porteurs de cette maladie, avec des seuils, quand ils sont présents, qui sont normaux. On ne rencontre pas des seuils bas, comme on peut le voir dans les fistules périnymphatiques ou dans la maladie de Minor. En revanche, on a souvent des amplitudes qui sont augmentées, statistiquement augmentées. Alors bien sûr, il faut parler de l'impédance multifréquentielle parce qu'elle est très souvent positive. En tout cas, dans 60% des cas, vous allez avoir une IMF positive et de façon bilatérale, avec des fréquences de résonance tout à fait cohérentes face à ce trouble pressionnel qui sont diminuées également. Donc en fait, on va avoir des résultats identiques à ce que l'on a pu rencontrer dans la maladie de Ménière et on va y revenir. Pour ce qui est des troubles de l'équilibre, en fait, on a donc une atteinte qui est hybride chez ces patients, une atteinte qui est centrale cérébelleuse et une atteinte qui est utriculo-saculaire. Alors en conclusion, avant de parler un peu plus de l'IMF, les malformations de carie ont un retentissement sur l'oreille interne que nous objectivons au travers notamment de l'impédance multifréquentielle, probablement par un phénomène pressionnel de siphonnage, c'est en tout cas notre interprétation. Il y a une participation de l'atteinte cérébelleuse qui est importante dans les troubles de l'équilibre et objectivée souvent sur la VNG. Et il est important, surtout chez les patients qui sont opérés, de mettre en parallèle l'aspect paraclinique préopératoire et l'aspect post-opératoire. Alors un mot sur l'IMF. Vous savez que c'est d'une grande spécificité de notre équipe. Voilà une IMF normale avec un écart interpique inférieur à 235 décapascales et une IMF positive qui signe une hyperpression au moins périlymphatique. Ça a été parfaitement démontré par les travaux de ma collègue Valérie Franco-Vidal sur des patients mis en position déclive où on voit très clairement l'écartement des pics, ce qui souligne que cet écartement, observé autant dans le Ménière que dans le Chiari, est bien synonyme d'hyperpression endolabyrinthique. Alors, nous avons fait une étude un peu parallèle entre le Ménière et le Chiari, du G2000, c'est-à-dire de cet aspect de la conductance à 2 kHz, en regardant 4 groupes d'oreilles qui ont été testés cette fois en prospectif, des patients sains, des maladies de Ménière en regardant l'oreille malade et l'oreille contralatérale, et des patients Chiari, en regardant bien sûr les deux choses qu'il faut regarder en IMF, la fréquence de résonance et l'écart interpique sur la conductance à 2 kHz. Donc si on regarde de façon des données générales, on voit que chez les patients Chiari, l'âge est bien inférieur, 36 ans de moyenne, avec toujours cette prépondérance féminine qu'on ne rencontre pas de façon en tout cas systématisée chez les patients Ménière. Donc on retrouve, et ça c'est très intéressant, un écart interpique très pathologique dans le Ménière, mais ça bien sûr on le savait, et c'est très significatif sur le plan statistique. Et dans le Chiari c'est encore pire, l'interpique est encore plus augmenté que dans le Ménière, et là aussi de façon très marquée. Alors, je vous rappelle donc le seuil de 235 dégapascales qui est tout à fait essentiel. On retrouve dans le Chiari, je vous l'ai déjà dit, une sensibilité de 60%, une spécificité de 93,8%. Donc en fait, nous avons bel et bien dans la malformation de Chiari, probablement à cause de ce siphonnage, un effet Ménière-like, et les études que nous avons conduites
sur cette série de patients et celle que nous sommes en train de dépouiller sur plus d'une centaine de patients confirment bien la présence d'une atteinte pressionnelle Ménière-like chez ces patients qui arrivent. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention.